Bonjour, je reviens vers vous pour vous raconter une histoire qui est la mienne. Une histoire qui est loin d'être simple, une histoire qui a débuté dans le sud de la France, là où je suis née. Si je ne vous donne pas le lieu de ma naissance, c'est parce que je pense qu'une personne ou plusieurs personnes ont usurpé mon identité pour prendre ma place et voire me tuer. Donc voilà. Donc ça, c'est dit. Je suis née en 1973, en juillet 1973, dans le sud de la France. Je le redis. Et je suis revenue en Bretagne quand j'avais 2 ans et demi, parce que mon père était dans l'armée et que ma mère l'a suivi dans son périple. Donc nous sommes revenus en Bretagne lorsque j'étais âgée de 2 ans et demi. Et j'ai été tout d'abord dans une école, l'école de Kervin-Younen, où apparemment il y a dû avoir des problèmes. Je ne sais pas lesquels, parce qu'on m'a changé d'école et j'ai atterri à Notre-Dame-des-Victoires à Landivisiau, en maternelle tout d'abord, où j'ai eu beaucoup de déboires et pas de déception, parce que c'était pas des déceptions, mais des comment dire, des revers par rapport à mes collègues de classe, puisque j'avais des griffures, j'avais des coups, j'avais des tirages de cheveux parce que j'avais des cheveux longs. Donc on me tirait sur les cheveux, on me touchait les cheveux. Ah, ça, il y a des gens qui adorent toucher les cheveux. On venait me toucher les cheveux, que ce soit les parents ou les enfants. Hein, on me traitait comme si j'étais une poupée. Je ne suis pas une poupée, je le dis et je le redis. Et ça a son comment dire, son mot à dire. Voilà. Donc je ne suis pas une poupée. Rappelez-vous-le bien. Donc, une poupée, c'est un pantin qu'on manipule dans tous les sens, dans toutes les positions, pour plein de choses dégueulasses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, à partir de ce moment-là, jusqu'en CE1, fin CE1, je viens à Bodilis euh, pour continuer dans le primaire, puisque mes parents ont fait construire une maison à Bodilis. Donc de là, j'ai une scolarité plus que normale à l'école, mais des relations relativement compliquées avec beaucoup de gens dans l'établissement, en l'occurrence avec 3 cousines, donc pas les miennes, hein, trois cousines, hein, donc leurs mères sont cousines, donc qui montaient les gens contre moi avec leurs sbires, les familles pluri, pluri-enfants, c'est-à-dire plus de 3 enfants, n'est-ce pas, leurs sbires. Donc si je parle comme ça, c'est parce que j'ai remarqué que certaines familles nombreuses, très nombreuses, s'occupaient de régler les comptes hein, dans les écoles, n'est-ce pas. Ils arrivent en force et en nombre, et on n'ose rien leur dire parce que le père travaille pour la commune. Faut surtout pas dire quoi que ce soit à ces gens-là, n'est-ce pas. Donc il y en a une des filles de cette famille là, qui est venue plusieurs fois chez mes parents pour me voir quand j'avais une dizaine d'années. Et la dernière fois qu'elle est venue, j'étais en train de regarder des trucs sur le canapé et elle est arrivée et elle a commencé à jouer avec un briquet. Voilà, elle a essayé de foutre de feu chez mes parents pour qu'on me foute en famille d'accueil, pour bien se foutre de ma gueule, n'est-ce pas. Donc voilà, déjà et d'une. Cette personne est devenue infirmière et je ne veux pas qu'elle me touche, que ce soit clair. Je ne veux pas qu'elle me touche. Sa sœur a essayé de venir vivre dans mon appartement pour me foutre dehors de chez moi. Je ne veux plus en entendre parler non plus.
Voilà, ça c'est dit, c'est clair, c'est cacheté. Ping. Et si leurs frères et sœurs reviennent vers moi, je le dis tout de go, j'irai porter plainte pour harcèlement familial. C'est clair et c'est net. Donc, sachant que le frère me draguait quand j'avais 20 ans, oh Magali, je me rappelle quand tu avais tes couches, etc., etc. Enfin bref, à ventiler. La sœur qui avait mon âge draguait mon père au hand, enfin à ventiler aussi. Et puis elle n'arrêtait pas de me dire ah ta mère ceci, ta mère cela, ah, n'est-ce pas? Donc voilà dans quoi grandit certaines familles. Donc famille catholique, au grand Dieu, grand Seigneur, nous sommes de tout cœur avec toi, nous sommes des pauvres pécheurs, nous faisons chier tout le monde, nous arnaquons tout le monde, nous volons tout le monde, mais ce n'est pas grave, nous nous repentons, nous nous repentons. Voilà. Du flanc, du flanc. Je ne dis pas qu'il n'y a rien au-dessus de nous, mais je peux vous dire qu'il y en a, c'est du flanc. Tous les salamakem qu'il y a autour de la religion, que ce soit religion catholique, musulmane ou juive, tout ça, c'est du flanc. Voilà, ça, c'est dit. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est donc, je suis tombée entre des familles qui se disputaient soit que je devienne bonne sœur, soit me mettre sur le trottoir, soit me forcer à épouser le violeur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les voisins de mes parents à Baudilis, à l'époque, avaient beaucoup de familles dans tout ce qui était bonne sœur, tout ce qui était religieux catholique. Donc moi, on m'a fait aller au Feu Nouveau, au MJC, etc. Et puis à 15 ans, j'ai eu une sortie de secours. J'ai repris mes cours de dessin à l'école et j'ai vu des choses sur la guerre d'Espagne qui m'ont rappelé certaines choses que me racontait ma grand-mère quand j'étais enfant. Donc, et ça est d'une. Et je me suis rendu compte qu'on me racontait beaucoup de choses dans le privé qui n'avaient rien à voir avec la vie courante. C'est-à-dire que, par exemple, à midi, on me demandait de rester aider les bonnes femmes à nettoyer le self, enfin le self, la cantine, parce que c'était pas un self à l'époque, c'était une cantine, la cantine, en échange comment dire, d'une glace. Donc au bout de deux, trois fois, j'en ai eu vite marre. Et quand j'ai dit non, on m'a dit que c'était mon futur travail et que j'avais intérêt de le faire. Donc j'ai répondu que je ne serais pas, comment dire, que je ne travaillerais pas dans les cuisines, dans les écoles, n'est-ce pas? Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, pourquoi je le rappelle. Parce qu'en fait, en 2018, de 2000 à 2018, j'ai eu des postes de professeur des écoles, professeur d'espagnol, auxiliaire de vie scolaire, emploi de vie scolaire, tout ça dans l'éducation nationale. Et en 2018, en fait, j'ai reçu un courrier du rectorat me stipulant la fin de mon contrat et que mon contrat ne serait pas renouvelé et que j'avais eu un problème dans une de mes classes, etc. Alors que qui n'a pas de problème de ce genre de gestion de classe par moment? Parce que des fois, les élèves arrivent d'un autre cours et ils sont extrêmement énervés et vous parlez avec eux et ils s'énervent parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils s'énervent, etc.
Donc, c'est problématique. Et donc, je me suis toujours demandé comment ça se faisait qu'avec avec tout ce que j'avais fait dans ma vie dans l'éducation nationale, je reçois un courrier de ce type. Et je l'ai envoyé au rectorat et je n'ai jamais eu de réponse, n'est-ce pas? Tellement ils sont bien dans leur basket. Et de plus, j'ai noté plein d'irrégularités, comme quoi on me retirait de l'argent tous les mois sur mon compte. Enfin, pas sur mon compte, sur mon bulletin de salaire. Alors que, justement, normalement, il n'y aurait pas dû avoir de retrait. Donc, de retrait d'argent. Puisque j'avais été malade et que j'avais droit à cet argent. Donc voilà. Et de plus, on me retirait aussi toutes mes HSE, donc des heures supplémentaires de l'éducation nationale. À chaque fois que j'en faisais, ça faisait 1 heure en moins. La dernière année, j'ai remarqué aussi que on me compte une quotité horaire de 12 sur 18, alors que je faisais 15 heures sur 18 heures, n'est-ce pas? Et quand j'ai demandé à ce que ce soit rectifié, on a refusé de rectifier ça et on a rectifié autre chose à la place. Comme quoi je m'étais fait licencier alors que je ne me suis pas fait licencier. J'ai eu un non-renouvellement de contrat et ce n'est absolument pas la même chose. Voilà. Et ça est d'une. Donc, je reviens à 1999. 1999, je suis en maîtrise d'espagnol. En maîtrise d'espagnol, lettres, langues et civilisation espagnole. Donc, je fais de l'espagnol, du portugais et jusque-là, je faisais de l'anglais aussi à la faculté. Et parallèlement à ça, je continuais à me renseigner sur l'allemand, à lire des bouquins, etc. Voilà. Donc, et en fait, donc j'étais en maîtrise, donc je préparais ce qu'on appelle un TER, un travail d'études et de recherche. Et j'avais presque terminé ce travail d'études et de recherche et j'en parlais autour de moi avec mes collègues. J'étais extrêmement fatiguée parce que à chaque fois que je ramenais de la nourriture à la maison, la nourriture disparaissait. Alors j'ai cru que c'était ma sœur au début qui mangeait énormément et qui apportait de la nourriture à des collègues. Et en fait, on s'est rendu compte que non, que la nourriture disparaissait et on ne savait pas comment ça se faisait puisque en semaine, on essayait de s'arranger, ma sœur et moi, pour rester à l'appartement à des temps différents. Et on essayait d'être chacune là à des temps différents, tout simplement. Et à savoir que le week-end, quand je rentrais chez moi, j'étais obligée d'ouvrir ma porte vitrée, ma porte-fenêtre, parce que ça puait la cigarette et ça puait le shit chez moi. Sachant que je ne fume pas, que je fumais des cigarettes à l'époque, mais que je ne fumais pas de shit et que je ne buvais pas d'alcool non plus. Enfin, pas en quantité en tout cas. Ça m'arrivait de prendre un verre ou deux et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc, donc pendant l'année, le mercredi, j'avais mes cours le mercredi matin et je disais à tout le monde que j'avais cours le jeudi matin et que je voulais pas qu'on me dérange. Et là, en fait, l'équipe de Plougourvest, Patrice R, ah oui, je peux pas dire AM, le violeur, et leurs amis se pointaient chez nous le mercredi soir pour faire la fête. Ils venaient faire la fête et puis à 2 heures du matin, moi je restais chez moi la plupart du temps. Ou quand je les accompagnais, je ne restais jamais longtemps parce que je me sentais toujours mal avec eux, n'est-ce pas? Donc, donc je rentrais chez moi, je me couchais, etc. Donc, et ces gens-là arrivaient chez vous et puis je les faisais dormir par terre. Comment? Parce que je supportais pas de penser à dormir avec eux, ça me dégoûtait. Donc ça s'est dit.
Et donc, Patrice R dormait par terre en slip, n'est-ce pas? Le mec, il vient chez toi, il apporte pas de pyjama, rien du tout. Il vient dormir en slip. Il trouve que c'est normal. Et il dort comme ça en slip avec juste une petite couverture. Hein. Voilà. Donc, je leur ai demandé de ne plus venir puisque j'avais cours et que je préparais mon TER. Et plus je leur disais de ne pas venir, plus ils se pointaient. Donc, jusqu'au 24 février 1999, où là, AM est venu avec eux, et parce qu'il revenait de Norvège, je crois, ou un truc comme ça. Il m'avait dit qu'il avait été passé un an en Norvège. Alors je ne sais si c'était vrai ou si c'était faux, hein, mais moi, de Norvège, je recevais des lettres avec des acteurs porno, avec des affiches d'acteurs porno à l'intérieur, des affiches de bouquins porno que je mettais à la poubelle. J'en ai collé une dans ma salle de bain en cachant son sexe avec un cache-sexe, on va dire ça comme ça, pour me foutre de sa gueule. Et je lui ai dit ben, d'aller voir et je lui ai dit et je lui ai pris la photo et j'ai déchiré devant lui et je lui ai dit que je ne mettais pas ce genre de truc et j'ai mis à la poubelle. Donc ça et d'une. Donc ça c'était quand il était en Norvège. Donc il revient de Norvège. Ça, c'était quand j'habitais rue Le Mordant. Donc, voilà. Et donc, le 24 février 1999, je vais boire un verre avec tout le monde. Et on a été au rue Solferino, au Bataclan. Au Bataclan. C'était le Bataclan. Ça, je me rappellerai toujours. Et là, en fait, il a été me chercher des verres. Et j'avais une petite bourse avec 250 euros dedans. 250 euros que j'avais économisé depuis 3 mois pour m'acheter des fringues, pour m'acheter des parfums, pour m'acheter des bouquins. Et donc, je lui ai prêté ma bourse et je n'ai plus jamais revu ma bourse avec mes 250 euros. Il me les a torpillés. Et après, tout le monde rentre et moi, je comprends pas parce que j'étais éméchée, j'avais bu 2 verres. Et 2 verres, normalement, je n'avais pas ce genre de réaction. Donc, et moi, je voulais marcher. Je n'arrêtais pas de dire que je voulais marcher parce que j'avais besoin de prendre l'air, de m'aérer. Et là, en fait, arrivé devant chez moi, il me ceinture et il me soulève et il me force à rentrer chez moi. Et là, je me rappelle juste des choses du style de m'être retrouvée nue dans ma chambre, de d'avoir sauté vers lui et de lui donner un coup. Et je me rappelle qu'on s'est battu. Je me rappelle que je lui ai dit de me foutre de la paix et que je me suis rhabillée en pyjama en quatrième vitesse. Je me souviens aussi maintenant que à un moment donné j'ai hurlé tellement il me faisait mal, n'est-ce pas? Et que mon pantalon de pyjama a disparu et que le lendemain je me suis retrouvée avec du sang à l'entrejambe. Pardon. Je me suis retrouvée avec du sang à l'entrejambe, derrière et devant. Et je me rappelle aussi que quand je suis rentrée de la fac la veille, j'ai trouvé tout un hôtel avec plein d'alcool dans ma chambre. Et j'ai demandé à ma sœur si c'était elle qui avait fait ça. Elle me dit non, je comprends pas. Je croyais que c'était toi. Je croyais que c'était toi qui avais acheté de l'alcool parce que tu voulais fêter tes retrouvailles. Et je lui ai dit mais ça va pas. Et en fait, je pense que le violeur avait les clés de chez moi sans que je les lui donne
que il a eu les clés de chez moi avec des anciens locataires qui habitaient là, puisque j'ai eu cet appartement-là grâce à un collègue avec qui j'ai fait le centre aéré, etc. Donc, donc voilà, je pense qu'il se servait dans ma bouffe, qu'il se servait dans mes bouquins, dans mes cours, euh, que je me suis fait voler plein de papiers, etc. Et ça, c'est peu dire. Je pense qu'il venait faire la fête le week-end chez moi quand je ne le voyais pas en dehors le week-end, qu'il ne se dérangeait pas, que les gens, qu'il a fait croire aux gens qu'il vivait avec moi alors que c'était faux. Hein. Je vivais avec ma sœur, pas avec AM. J'ai jamais vécu avec lui et j'aurais jamais vécu avec un connard pareil. Voilà. Je me suis rendu compte aussi que partout où je passais, que lui passait, j'avais plein de problèmes avec les gens. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un lui était présenté, les gens me tournaient le dos, commençaient à me regarder méchamment, me traitaient mal. Je me suis vite rendu compte et j'ai essayé de savoir pourquoi il faisait ça. Et il m'a dit qu'il ne faisait rien, qu'il était innocent, etc. Innocent, l'innocent en main pleine, oui. Voilà, voilà. Et cette nuit-là, donc, a eu lieu le viol, hein, dont j'ai eu énormément de mal à me remettre physiquement et émotionnellement. Ça, beaucoup de gens le comprendraient. Si on leur avait fait ce qu'on m'a fait avec une bouteille et puis avec tout ce qu'on trouvait à côté, sachant que je ne pouvais pas bouger, que j'étais immobilisée et que j'ai essayé de me protéger comme j'ai pu. Je sais que je lui ai fait mal à une de ses couilles. Ça, je sais. Parce que j'ai serré, j'ai tourné tant que j'ai pu. Il m'a mordu au sein, à l'entrejambe. Et pas des petites morsures. Hein. Donc, j'ai été voir un. Pardon. J'ai été voir un gynécologue 2 ou 3 jours après. Il ne s'y attendait pas. Et le gynécologue m'a demandé ce qui s'était passé et je lui ai dit que ça s'était mal passé avec mon meilleur ami. Et c'est tout ce que j'ai pu lui dire, que ça s'était mal passé. Et, euh, et je ne savais pas ce qui s'était passé exactement parce que, comme je vous le disais, comme je vous l'expliquais, il m'a fait boire quelque chose qui m'a, comment dire, qui m'a paralysé, qui m'a, il m'a drogué tout simplement avec la drogue du violeur, tout simplement. Voilà. Donc et ce mec là, après, je ne l'ai plus revu et j'ai plus revu les autres non plus. Ma sœur a déménagé parce qu'elle m'en voulait, etc. Pas pour ce que je lui avais fait, alors que je ne lui ai rien fait. Ils étaient en train de monter ma sœur contre moi. Pendant plus de 3 ans, ma sœur me faisait la gueule et je pouvais vous dire que pour moi, ça a été dur à vivre parce que ma sœur, pour moi, c'est ma meilleure amie. Voilà, ça c'est dit. Ah. Et ça, personne ne pourra l'enlever, ni à moi, ni à elle. Même si on va radoter ou dire des méchancetés sur l'une et sur l'autre, on se connaît assez bien pour savoir ce qu'on raconte l'une et l'autre sur l'autre. Voilà. Donc ça c'est dit, c'est fait, c'est cacheté. Si je vous dis que certaines familles bretonnes s'arrangent pour que certaines jeunes femmes ou certains jeunes gens soient obligés d'épouser des escrocs ou des gens de leur famille. Quand je dis des escrocs, c'est peu dire.
C'est-à-dire qu'il remarque les gens qui sont bosseurs, il remarque les gens qui sont attentifs, qui travaillent bien, etc. Il remarque aussi les gens qui ont de l'argent par rapport aux maisons où ils habitent, par rapport à leurs fringues, etc. Moi, je porte des fringues qui ne sont pas chères, qui sont jolies mais pas chères, et certaines personnes sont extrêmement jalouses de moi, alors qu'elles s'achètent des trucs 10 fois ou 15 fois plus chers. Voilà, voilà. Alors moi, ça me fait rire, ça me fait rire. Voilà. Donc ces gens-là, donc je reviens aux familles insidieuses. Je les appelle comme ça des familles insidieuses parce que en fait, elles s'insinuent dans votre famille et puis elles vont voir votre mère et puis elles vont voir votre soeur, puis elles vont voir votre frère et puis là c'est ah ben tu devrais venir, ah, tu devrais faire ceci, ah, tu devrais faire cela. Alors si je vous dis que par rapport aux bonnes sœurs, c'est parce que chez mes voisines, mon ancienne voisine, MLV, euh, qui avait un an de plus que moi à l'époque, et qui ne peut pas me voir, hein, qui ne peut pas me voir, mais qui m'adorait quand j'étais en primaire, parce que j'étais la seule personne que ses parents autorisaient à venir chez elle, parce qu'ils avaient en longue vue le fait que je serais certainement une bonne sœur, parce qu'il me faisait aller à l'église tous les week-ends pour faire enfant de cœur, n'est-ce pas? Et c'est un curé qui m'a mis l'eau à l'oreille en me demandant qui me demandait de venir à l'église tous les week-ends. Comment ça se faisait que je crois en Dieu comme ça, si je croyais que Dieu était plus important que tout. Et en fait, ce curé-là m'a beaucoup aidé parce qu'il me posait plein de questions. Il me posait plein de questions et il m'a dit que la vocation de curé ou de bonne sœur, de religieuse, excusez-moi, de religieuse, euh, ça devait venir de la personne, pas de l'entourage, et que c'est pour ça qu'on posait plein de questions aux enfants qui étaient enfants de cœur et qui semblaient s'intéresser à Dieu, etc. Euh, une fois que j'ai eu plein de questions comme ça, je commençais à m'en poser d'autres. Logique. Mais pourquoi je deviendrais religieuse? J'ai jamais émis cette opinion. Je suis enfant de cœur, d'accord, mais pourquoi je deviendrais religieuse? J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier. Donc j'avais dit ça au curé, que j'avais envie de me marier et envie d'avoir des enfants. Donc, et en fait, pour me punir, ces gens-là donc, ont voulu me faire épouser AM, le violeur, et ces gens-là sont aussi de la famille de certains membres de la famille rapportée dans ma famille. Qu'est-ce que tu manges, mes bichats? Et sachant que il y a plein de choses qui s'imbriquent au fur et à mesure, et on découvre tous les jours plein de choses qui ne font qu'affirmer tout ce que je raconte. Donc moi je fais des liens avec certaines choses et on me dit que les liens ne sont pas faisables. Et puis on découvre qu'il y a des liens, plein de liens entre ces liens-là dans l'embrasure de la porte. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc sachant que donc ces familles-là, donc comme je vous disais, s'arrangent pour que tout s'imbrique et pour forcer les jeunes à se marier entre eux, sachant que souvent il y a un jeune qui ne fout rien et il y en a un autre qui n'arrête pas de bosser. Et quand la personne refuse de se marier ou refuse tout contact avec ces gens-là, on essaye de la détruire physiquement, mentalement et moralement.
Moi, on a essayé de me faire prendre de la drogue avec Patrice R et AM et j'en passe, n'est-ce pas? Ils ont essayé de me faire prendre de la drogue, de me faire prendre de l'alcool, hein, de me faire devenir alcoolique, comme certaines de mes cousines. Enfin, c'est même pas mes cousines, c'est les cousines de ma mère, donc c'est encore plus loin. Euh, Après, ils ont essayé de me foutre sur le trottoir avec leurs amis, n'est-ce pas? Parce que quand j'étais à Plouvien, 30 ans plus tard, hein, quand j'étais à Plouvien, j'ai refusé d'inviter mes propriétaires à manger chez moi, ce qui les a vexés. Et sachant que je ne voulais pas recevoir certaines personnes chez moi parce que je savais que si je commençais à ouvrir la porte, après c'était tous les jours et 3 fois par jour, hein. Donc de là ont suivi des vols de matériel, de nourriture, de livres, de CD, de fringues, dentifrice, les parfums ils y ont pas touché. Ils supportent pas ce qui est sans bon, donc ils y ont pas touché. Ils ont volé aussi des produits de beauté, des coupes-ongles. Alors là, les coupes-ongles, ils adoraient ça, hein. J'en ai acheté plus de 20 en 7 ans. Voilà. Donc, et je vous raconterai la suite une autre fois. Voilà.